nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième webinaire pédagogique participatif où on va s'intéresser à comment survivre dans un contexte pédagogique en transformation en repensant son scénario pédagogique en multimodalité. Donc, il s'agit bien d'un webinaire participatif où on aura avec nous un invité expert avec qui on va interagir, contrairement au web rendez-vous qui était sous forme de retour d'expérience. Avant de commencer, nous vous rappelons quelques consignes de fonctionnement. Donc, par rapport à la prise de parole, nous privilégions le chat, en particulier pendant les débats et les sondages. Sinon, vous pouvez signaler votre souhait de prendre la parole par une levée de main. Nous vous invitons à garder vos micros muets et vidéos désactivés, sauf pour intervenir. Nous vous rappelons que ce webinaire sera enregistré et que l'enregistrement sera mis à votre disposition par messagerie. En cas de refus du droit à l'image, vous pouvez éteindre votre vidéo et micro pour ne pas apparaître dans l'enregistrement. Et en cas de besoin, si vous avez un souci technique, vous pouvez vous reconnecter en utilisant le même lien Zoom envoyé par messagerie. Avant de commencer, nous vous rappelons aussi quelques éléments de contexte liés à ce présent webinaire. En fait, nous vous rappelons que le passage en urgence à l'enseignement hybride ou à distance a été marqué par un engagement professionnel important de la part des équipes pédagogiques, mais également, il a également soulevé beaucoup de problématiques liées à ces modalités d'enseignement, notamment en ce qui concerne la scénarisation des cours. Du coup, l'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui est de clarifier avec vous la notion de scénario pédagogique, de vous aider à choisir les modalités d'enseignement hybride adaptées à vos intentions pédagogiques et de vous aider à identifier les points clés nécessaires à la mise en œuvre de la modalité choisie en veillant à préserver la charge de travail enseignants et étudiants. Pour atteindre nos objectifs, nous serons accompagnés par notre invité expert que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation, Denis Bertium, qui est enseignant-chercheur en psychologie de l'enseignement et de l'apprentissage, vice-recteur aux études et à la recherche à l'Université de l'Ontario français au Canada et consultant international en pédagogie de l'enseignement supérieur. Denis ne sera pas seul aujourd'hui, il sera accompagné par une équipe d'ingénieurs et de conseillers pédagogiques appartenant au réseau Pensera, un réseau de conseillers pédagogiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui sont, je vais commencer par Franck Pertuca, si tu peux te présenter. Franck. Merci, oui, je suis conseiller pédagogique, entre autres choses, à l'Université catholique de Lyon. Christelle Rimbaud. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable de la mission d'appui pédagogique de l'ENTPE, École d'ingénieurs à côté de Lyon. Et je gérerai le chat aujourd'hui. Et Fatma Saïtouami, conseillère pédagogique à l'équipe Athéna à l'INSA Lyon. Et Lauriane. Et Lauriane Purdon, qui travaille avec Franck à l'Université catholique de Lyon. Et je suis ingénieure pédagogique pour KPA. Et du coup, j'accompagne l'équipe sur les dimensions plutôt techniques. Donc, au programme, nous allons commencer par parler de comment scénariser un cours universitaire et donc on va parler du macro-scénario. Ensuite, on va aller plus en profondeur en s'intéressant à comment s'adapter au nouveau contexte de l'enseignement supérieur et on va parler donc du méta-scénario. Et enfin, on va affiner nos analyses et nos échanges autour de comment organiser concrètement chaque séance du cours. Et donc, on va s'intéresser au micro-scénario. Je donne la parole à Denis pour introduire ce webinaire. Très bien. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est de travailler sur cette notion de scénarisation. Pourquoi? Parce que, en fait, la crise sanitaire a remis en question beaucoup d'acquis pour les enseignants, pour les enseignantes universitaires. On n'a plus de présentiel, on doit travailler différemment et ainsi de suite. Et finalement, ça nous amène à revoir comment on fait les choses. Et faire les choses,
une façon de réfléchir sur comment faire les choses en enseignement, c'est justement de faire une incursion par le cinéma. Alors, vous avez pu écouter la capsule audio qu'on vous a envoyée. Vous avez pu répondre à quelques questions sur lesquelles j'ai jeté un coup d'œil et on va pouvoir s'assurer d'y répondre pendant le webinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier petit détour par le cinéma pour parler scénarisation, pour mettre sur la table qu'est-ce que ça veut dire, scénarisation. Et ensuite, on va revenir à la réflexion pédagogique pour voir comment utiliser ce type de réflexion dans nos enseignements, dans la construction de nos enseignements. Alors, voici une citation d'un réalisateur que vous connaissez peut-être. Alors, c'est assez intéressant parce que justement, on pourrait la transposer à l'enseignement et se dire que finalement, si notre scénario tient la route, tout devrait bien se passer. Et le souci, c'est que finalement, dans l'enseignement supérieur, on se retrouve parfois avec des situations où le scénario n'a pas été très élaboré. Le scénario repose sur le fait que je rencontre les gens pendant tant d'heures dans tel local, une fois par semaine, pendant 15 semaines, et puis voici les sujets que je vais aborder et voici comment je vais fonctionner. Et si on doit transposer ça, changer complètement le contexte, c'est assez difficile parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte depuis quelques mois, on ne peut pas juste transposer d'une situation à une autre. Et en fait, pour arriver vraiment à partir du présentiel et aller vers la distance, très souvent, ce qui manque, c'est une réflexion un petit peu plus approfondie sur le scénario. Alors, quand on dit scénario, on dit quoi? Alors, si on fait notre petit détour par le cinéma, ben, vous avez, si on veut, le pitch, hein, ou ce qu'on appelle parfois aussi le message réclame, qui va donner une vision d'ensemble, qui va donner une envie d'aller voir ce film. Vous allez avoir le synopsis, qui lui est en fait la description de l'intrigue avec les différents éléments, les lieux, les temps, les personnages, leur histoire. Et puis, vous allez avoir des scénarios détaillés, des scènes, où en fait, on va expliquer le déroulement de chaque scène. Et en fait, c'est toutes ces scènes mises ensemble qui vont donner le film lui-même. Alors, imaginez un réalisateur ou une réalisatrice ou encore un scénariste de film, mais qui serait surtout spécialiste de l'éclairage. Cette personne-là aurait quand même de la difficulté à concevoir un scénario parce qu'être spécialiste de l'éclairage va m'aider à réfléchir à certains aspects, mais ne va pas m'aider à avoir une vision globale. Donc, en fait, le scénario va m'amener à réfléchir à des dimensions auxquelles je n'aurais pas nécessairement pensé. Alors, cette image-là de pitch, de scénario détaillé, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer à la pédagogie. Mais j'aimerais juste revenir sur un élément, et ça, vous m'avez entendu le dire dans la capsule vidéo. Un scénario, ce n'est pas un script. Le script, hein, qui dit exactement ce que la personne doit dire, quelle est l'ambiance de la scène, que comprend le décor, ça, c'est un script. Le scénario, c'est vraiment une idée globale qui peut évoluer et qui laisse la place à l'improvisation. Mais on a quand même cette vision générale par rapport à ce que l'on va chercher à faire. Donc, si on transpose ça à la pédagogie, en fait, on peut se dire qu'il y a un méta-scénario, c'est-à-dire les conditions de mise en œuvre du scénario pédagogique. Il y a le macro-scénario, ou le scénario global du cours, hein, quand je dis le cours, c'est de l'unité d'enseignement et d'apprentissage, donc ça peut être un CM, TD, TP, où là, on va se poser des questions sur justement l'alignement des différentes dimensions dans ce scénario. Et on va avoir ensuite des micro-scénarios, c'est-à-dire comment chacune des unités, chaque semaine et ainsi de suite, va se dérouler pour vraiment correspondre à mon scénario global. Le souci, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas trop besoin de réfléchir au méta-scénario que vous voyez tout en haut de mon écran. Pourquoi? Parce que le présentiel était donné. On disait, oui, on va faire un peu d'enseignement à distance, mais on savait que c'était plutôt en soutien au présentiel. On savait qu'on n'avait pas de difficulté à remplir les amphithéâtres ou les salles de classe le plus possible, parce qu'on n'avait pas de contraintes de distanciation physique. On se disait aussi souvent que finalement, je vais leur faire tous la même chose en même temps, et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Et puis,
parfois on se disait, mais ce qui se passe en dehors de la classe, ça c'est vraiment à eux de travailler, je ne vais pas nécessairement guider le travail, je les laisse en autonomie, c'est eux qui vont faire le travail. Sauf qu'avec la crise sanitaire, tous ces éléments-là sont remis en question. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va démarrer avec le macro-scénario ou le scénario global, c'est-à-dire comment on réfléchit à un enseignement, quelles sont les questions à se poser lorsque l'on réfléchit à un enseignement. On fera un petit exercice à ce niveau-là. Ensuite, on va reprendre de l'altitude pour aller voir justement qu'est-ce qui a changé dans le méta-scénario avec la crise sanitaire. Et on va voir quelles sont les questions que je dois me poser dorénavant aussi qui vont influencer mon scénario global de cours. Et ensuite, une fois qu'on aura fait un exercice pour ça aussi, on ira voir du côté du micro-scénario, c'est-à-dire que maintenant, quand je prépare une semaine ou une séquence d'enseignement qui aura lieu à la semaine 3, quelles sont les questions que je pourrais me poser qui vont m'aider à mieux scénariser? Et là, pour faire un lien avec certaines de vos questions, vous allez voir que les étudiants ne sont pas très participatifs parfois parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi au rôle que l'on souhaite leur donner. Mais si on réfléchit vraiment au rôle que l'on souhaite leur donner et qu'on le communique à eux et qu'on cadre l'activité pour que les gens jouent ce rôle, bah, tout à coup, le niveau de participation change. Et c'est là l'avantage du scénario, c'est que le scénario va nous permettre de réfléchir à ce que chaque personne impliquée doit faire à certains moments pour que l'activité d'enseignement et d'apprentissage prenne forme. Vous savez, moi, je dis souvent à mes étudiants et à mes étudiantes que, en fait, ce que moi, je vais faire dans le cours pour eux devrait les amener à 50% de la note finale. Et qu'en fait, l'autre 50%, il y a un ensemble de choses qu'eux doivent faire. Et je le mentionne. Et comme ça, les étudiants commencent à se dire, ouais, c'est vrai que finalement, si je ne fais pas mes lectures, si je ne viens pas chaque semaine, si je ne pose pas des questions quand je ne comprends pas, je ne peux pas aider l'enseignant à m'aider. Et donc, c'est normal ensuite que j'ai de la peine à atteindre tous les objectifs qui sont ciblés dans le cadre d'un enseignement. Alors, avant de démarrer avec le macro-scénario pédagogique lui-même, je voudrais voir, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dans le chat qui seraient intéressantes de poser à ce moment, Christelle et Fatma? J'ai repéré une question de Bernie. Il y a une question, oui. Alors, il y a une question de Bernier. Oui, d'accord. En amphi, qu'est-ce qui caractérise la session à distance? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Peut-être… je peux essayer de reformuler ma question, si vous voulez. Merci. Désolé pour le son, ça ne doit pas être terrible. Hein. Oh, ça va. Non, mais c'est-à-dire que, comment dirais-je, si je donne un cours en amphi, bon, en présentiel, c'est effectivement un méta-scénario, une situation donnée. Le fait d'être à distance, en restant, si vous voulez, sur le mode amphi, enfin amphi cours magistral, si vous voulez. Voilà, d'accord. Okay. Pardon. Est-ce que, en quoi le fait d'être à distance change-t-il quelque chose par rapport à l'amphi? Alors, vous allez me dire, les étudiants sont peut-être moins présents. Enfin, voilà, j'aimerais bien comprendre un peu les caractéristiques. Alors, j'ai envie de répondre en parlant d'un cas que j'ai lu dans le journal Le Monde récemment d'un collègue de Perpignan qui racontait à quel point il avait dû faire évoluer son enseignement avec la crise sanitaire. D'abord, il avait dû s'acheter un ordinateur qu'il n'avait pas. Et ensuite, il avait dû organiser dans son bureau à la maison un espace où il pouvait placer cet ordinateur sur une tablette pour pouvoir faire cours debout à ses étudiants. Et alors, ça, c'était sa stratégie en situation de crise sanitaire. Donc, en fait, il faisait l'équivalent d'un CM, mais à distance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, comparons les deux situations. Si je suis en présentiel et que je donne un cours magistral, alors je vais chercher le regard des étudiants, pas nécessairement pour comprendre, ça je vous rassure, en psychologie, on n'arrive pas encore à comprendre les gens simplement en regardant dans leurs yeux, mais pour voir est-ce que les gens sont attentifs, est-ce que les gens réagissent, est-ce que les gens ont l'air de prendre des notes de ce que je suis en train de dire. Alors ça déjà, je ne l'ai plus quand je suis à distance. Ensuite, est-ce que les étudiants sont en train de parler entre eux? Ce qui veut dire que quand les étudiants se parlent entre eux, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair.
Alors que là, si je suis à distance et que les gens s'envoient des messages par le chat quand c'est possible, moi, je ne les vois pas nécessairement s'ils les envoient directement les uns aux autres et je n'ai pas ce retour-là. En fait, à distance, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas le retour que l'on aurait dans un amphi, comme vous savez, ce qui fait que c'est très difficile pour nous d'ajuster notre enseignement. Mais encore faut-il que l'on ait envie d'ajuster notre enseignement parce que pour beaucoup de gens, enseigner, c'est transmettre un savoir pendant une certaine période de temps à un groupe de gens devant nous qui prennent des notes. Mais ce qu'on va essayer de faire dans la logique de scénarisation aujourd'hui, c'est vous amener à voir que finalement, enseigner, c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être aussi placer les gens dans des situations où ils doivent découvrir des choses par eux-mêmes pour ensuite les aider à l'affiner. Et moi, en fait, la plus-value que j'ai comme enseignant, comme enseignante, c'est justement les aider à approfondir les choses plutôt que simplement à recevoir de la matière. Donc, je vais revenir là-dessus dans un instant. On va voir dans la scénarisation comment on peut réfléchir différemment à ces aspects-là. Je crois qu'on avait une autre question qui est est-ce différent de scénariser pour un cours à distance entièrement asynchrone, aucune rencontre avec les étudiants? Alors, est-ce qu'un cours asynchrone n'a aucune rencontre avec les étudiants? C'est une bonne question. Parce que ce serait comme de dire alors moi j'ai des étudiants, je vais leur envoyer des instructions de ce qu'ils doivent faire, je ne vais jamais les voir en classe pour clarifier avec eux et ils doivent simplement faire le travail et on va revenir là-dessus dans un instant, c'est la question de l'accompagnement. Quel est le degré d'accompagnement que je dois fournir aux étudiants en dehors de la classe déjà traditionnellement et dans un contexte à distance, particulièrement synchrone, quel est le degré d'accompagnement? Et quand je parle d'accompagnement, ça peut être simplement clarification des consignes, des éléments de réponse que je peux donner à certains moments pour aider les gens à cheminer et autres. Alors, je vais revenir là-dessus aussi dans le cadre du scénario. OK, alors je reviens à mon visuel du macro-scénario, donc le scénario global du cours. Et ce qu'on va faire, alors vous me dites si vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui. Okay. Alors, le macro-scénario, la question qu'on va se poser, un peu comme le scénariste de cinéma qui doit réfléchir aux divers éléments de son film, que ce soit les aspects techniques, que ce soit l'histoire, que ce soit les décors et ainsi de suite, on va se poser des questions sur 4 éléments fondamentaux de notre scénario pédagogique. Et ça va nous permettre de faire ce que l'on appelle parfois l'alignement de ces dimensions-là. Alors, une première dimension, celle-là, vous n'avez aucun souci avec elle, parce que la plupart d'entre vous êtes d'abord et avant tout des spécialistes d'une matière et on vous demande d'enseigner cette matière. Et donc, la matière abordée dans les diverses unités d'enseignement et d'apprentissage, que ce soit en format CM, en format TD, en format TP ou encore dans d'autres formats, vous connaissez cette matière et vous n'avez pas trop de difficultés à l'identifier. La plupart du temps même, vous n'avez pas assez de temps. On ne vous donne pas assez de temps. Et pour avoir fait l'expérience avec des enseignants dans le passé, si on vous donne plus de temps pour enseigner votre cours, imaginez qu'on passe de 30 à 60 heures, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? La personne revient en disant « mais en fait, ce n'est pas 60 dont j'aurais besoin, c'est 80 ». Pourquoi? Parce qu'en tant que spécialiste d'un sujet, on a tendance à vouloir couvrir tout ce que l'on sait. Mais là, déjà, on est obligé de changer la perspective et se dire « mais l'étudiante ou l'étudiant de première année devant moi a besoin de quoi dans le cadre de son programme de formation? Jusqu'où je vais dans le cadre de mon cours? Quels sont les éléments que je veux présenter et à quel niveau de complexité? Et encore même, dans quel ordre je souhaite les présenter? Donc, toutes ces questions que vous vous posez parfois de façon implicite, elles font partie du scénario et font de vous des experts, des expertes du contenu, de la matière enseignée. Premier élément. Deuxième élément, et c'est là où on change parfois la donne et la réalité de l'enseignement, c'est d'arriver à se poser la question de « mais finalement, qu'est-ce que l'étudiant ou l'étudiante devrait être capable de faire avec ses contenus à la fin de la formation ?» Vous savez, moi j'enseigne la psychologie, je peux parler très longtemps de diverses approches psychologiques, mais si mon objectif c'est que les étudiants soient capables d'étudier, d'analyser un scénario et de dire
Ah, dans ce cas-ci, on voit que telle approche est appliquée pour les raisons suivantes et voilà comment elle s'applique. Mais je dois justement changer mon enseignement parce que je ne peux pas simplement leur présenter les différentes approches. Je dois aussi placer les étudiants, les étudiantes dans des situations où ils doivent eux-mêmes faire l'exercice de reconnaître qu'est-ce qui relève d'une approche, pourquoi, comment. Et donc, c'est ça la compétence, c'est de rendre opérationnel le savoir, les connaissances que les étudiants sont en train de développer dans le cadre d'un cours. Et quand on dit compétences, parfois les gens s'imaginent tout de suite compétences professionnelles, mais justement en psychologie de l'enseignement et de l'apprentissage, une compétence, c'est une compétence intellectuelle, ce qu'on appelle parfois en français des savoir-faire intellectuels. Ça peut être aussi des attitudes personnelles, des façons de se comporter, des façons d'interagir avec les autres. Et il y a des éléments aussi de compétences qui peuvent être spécifiques à des domaines professionnels. Et donc déjà, le lien entre les deux est fondamentalement important. S'assurer que pour chaque élément de contenu que je vais présenter dans mon cours, j'amène les gens à développer la compétence en lien avec ça. Et ça, vous allez voir comment on peut le faire parce que juste après cette explication du macro-scénario, on va vous placer dans une situation d'exercice où vous allez devoir développer une compétence. Un troisième élément de ce macro-scénario, c'est bien entendu les stratégies d'enseignement, c'est-à-dire les méthodes employées, que ce soit un cours magistral, une discussion, des présentations par les étudiants, un travail, si on veut, une présentation par un groupe d'étudiants qui est commenté par un autre groupe d'étudiants. Voilà un ensemble juste de stratégies d'enseignement et la façon de les déployer, la séquence dans laquelle on va les déployer, vont normalement permettre d'aller développer la compétence qui était prévue dans le cadre du cours. Et c'est comme ça que je vais choisir mes stratégies d'enseignement. Et là, vous voyez déjà peut-être une difficulté qui survient, c'est que très souvent, quand on est enseignant du supérieur, on laisse tomber cette partie-là de droite de mon schéma et on passe du contenu à la stratégie d'enseignement en disant ben moi, je vais leur parler de la psycho de l'apprentissage. Et puis voilà, semaine 1, je vais parler d'un tel, semaine 2, je vais parler d'un tel, semaine 3, je vais parler d'un tel. Et en fait, on n'a pas fait le passage par la compétence, ce qui fait que notre stratégie d'enseignement, on pense qu'elle développe une compétence, mais on n'est pas tout à fait au clair si ça va se produire ou pas. Dernier élément du macro-scénario, du scénario global de mon cours de 30 heures, si on veut, c'est en fait les méthodes d'évaluation. Vous savez, les méthodes d'évaluation ou le contrôle des connaissances, qu'on appelle parfois, ce n'est pas seulement un truc administratif que l'on fait à la fin. C'est une façon d'obtenir une preuve que les gens ont développé la compétence que l'on souhaitait qu'ils ou elles développent dans le cadre de mon cours. Vous avez peut-être déjà entendu parler de deux types d'évaluation. On dit formatif ou sommatif. Formatif, évaluation qui vise à aider les gens à se développer, qui est plutôt du feedback, c'est un peu la logique des examens blancs, et l'évaluation sommative, qui est vraiment l'évaluation finale qui permet de prendre une décision. Alors là aussi, trop souvent, on met l'accent seulement sur le sommatif, sur l'évaluation formelle à la fin des cours, et pas assez sur l'évaluation informelle, formative, qui va intervenir pendant l'enseignement et qui va permettre aux étudiants, aux étudiantes de développer la compétence. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ces quatre éléments-là doivent être mis en relation, en équilibre, et c'est comme ça que je vais construire le cœur de mon scénario pour un cours. Être capable d'identifier les contenus, être capable d'identifier les compétences, les stratégies d'enseignement, les méthodes d'évaluation, mais surtout pouvoir les mettre en relation les unes avec les autres de façon à ce que ce soit aligné. Quand je parle des méthodes d'évaluation et des méthodes d'enseignement, il y a une image que je vais utiliser avec vous pour vous aider à comprendre le rôle de l'apprenant dans l'apprentissage. C'est celle du cours de conduite automobile. Vous savez, quand les jeunes doivent passer un certain nombre d'heures dans une voiture avec un moniteur de conduite automobile, imaginez que la personne en question, elle passe toutes ses heures d'apprentissage dans le siège du passager et que le moniteur soit dans le siège du conducteur. Et le moniteur lui explique clairement, alors ici, tu vois, j'arrive à une intersection, je dois me poser la question, qui a priorité? Alors ici, c'est un giratoire, donc priorité à gauche, donc je fais telle chose. La personne, elle entend plein de choses, elle entend du contenu,
Mais à quel moment est-ce que la personne va traduire ce contenu en compétences? C'est au moment où elle sera elle-même derrière le volant et que le moniteur sera à côté de la personne en lui disant « attention, ici, à telle chose, attention », ou encore en la laissant faire et après en lui disant « là, il y a un truc qui n'allait pas à tel endroit, pourquoi ?» Donc, en fait, l'idée ici, ce sera pour vous, en tant qu'enseignant, enseignante, de choisir des stratégies d'enseignement et des méthodes d'évaluation qui vont vous permettre de voir le développement chez vos étudiants, de voir que finalement, ce dont je leur parle, non seulement ils ont compris, mais ils sont capables de l'utiliser dans des contextes particuliers. Et là, il va falloir un scénario qui nous permette d'arriver là. Alors, je vous donne juste l'exemple de l'exercice qu'on va faire, mais je vais prendre des questions juste avant. Alors, si je veux réfléchir à ces éléments de mon scénario global, mon macro-scénario, je peux me poser des questions dans le cadre d'un tableau comme celui-ci. Je peux me dire, alors, OK, un premier contenu, une première grande idée. Alors, imaginons, moi, dans mon cours de psycho de l'apprentissage, on étudie Piaget. On va prendre, je vais mettre Piaget ici, je vais dire Piaget et les différentes contributions de Piaget à la compréhension de l'apprentissage. Donc, regardez, je vais juste les noter en même temps. Normalement, je devrais pouvoir partager mon écran et noter. Non, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, je vais dire, je vais mettre Piaget, théorie de l'apprentissage, avec 2 S. Et donc là, on va parler de trucs comme l'assimilation, l'accommodation, toutes sortes de trucs. Et je vais me dire, quelle est la compétence des étudiants? Donc, à la fin du cours, à la fin des 30 heures, qu'est-ce que les gens doivent être capables de faire? C'est reconnaître les principes de la théorie de Piaget dans des situations d'apprentissage. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver là? Je vais leur montrer des vidéos, des extraits de situations de classe, puis pas seulement du primaire ou secondaire, mais ça peut être des cours au supérieur. Nous allons en discuter. Et ensuite, je vais faire travailler les étudiants par eux-mêmes, en binôme, disons. Et puis ici, dans les méthodes d'évaluation et d'apprentissage, je vais dire, mais voilà, on va faire une mise en commun des réponses et puis une discussion où je vais interpeller les étudiants qui vont pouvoir me dire s'ils sont d'accord ou pas avec les réponses de collègues. Je vais dire discussion entre étudiants, étudiantes et identification des situations. Voilà. Donc voilà, là je suis en train de réfléchir en termes de scénario. Si je reviens juste à ma diapo précédente, j'ai réfléchi à ces 4 éléments-là et je les ai placés en relation les uns avec les autres pour être au clair sur qu'est-ce que je dois faire avec ce contenu-là. Quelles compétences on vise, quelle stratégie d'enseignement on va utiliser et quelles méthodes d'évaluation vont me permettre de savoir que les gens ont bien compris le contenu et savent l'utiliser. Alors, Denis, on a une question justement dans le chat avant oui, d'aller plus loin. Dis-moi. Par exemple, Hervé nous dit « Les étudiants ne savent pas de quoi ils ont besoin et nous non plus, ou alors c'est assez flou même en école d'ingénieur. » Ah ben là, on est mal barré. C'est pour ça que je voulais te le partager. Parce que... Mais alors, je suis d'accord avec vous. Il faut faire attention parce que les étudiants, il y a des gens qui croient que les étudiants, ils ont raison sur tout. Et qu'il faut surtout que les étudiants ils aiment les cours, il faut surtout demander aux étudiants ce qu'ils veulent apprendre et ainsi de suite. Alors, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je vais vous dire, si on m'a demandé de donner mes cours, c'est parce que moi, j'ai 20 ans de scolarité derrière moi, j'ai fait mon doctorat, je publie dans le domaine, donc je sais quels sont les concepts les plus importants dans la matière. Maintenant, la question que je dois me poser, c'est en vue de ce qui vient
dans la deuxième année, en vue de ce qui vient dans la troisième année, en vue de ce qui vient sur le marché du travail une fois que les étudiantes ont terminé, comment devraient-ils pouvoir utiliser ce que je leur enseigne? Est-ce que c'est simplement du savoir qu'on appelle parfois du savoir inerte, c'est-à-dire de la connaissance générale, ou est-ce que c'est du savoir qu'on peut mobiliser, utiliser, où là, en fait, on va commencer à entrer sur le terrain des compétences et de se dire, la personne devrait être capable d'utiliser ce savoir de telle façon dans tel type de situation. Et c'est là où le rôle de l'enseignant, c'est d'une part de se poser les questions de quoi ont besoin les étudiants, en relation avec le programme, en relation avec leur devenir professionnel, et les étudiants doivent aussi faire preuve d'ouverture pour aller plus loin que ce qu'ils aimeraient entendre et ce qu'ils aimeraient faire. Et c'est là que souvent on va dire qu'une façon d'assurer cette pertinence pédagogique des programmes de formation, c'est de poser beaucoup de questions aux diplômés quelques années plus tard, où les diplômés sont capables de vous dire, en fait, tel cours, je pensais que c'était complètement inutile quand j'étais pendant mes études, mais aujourd'hui, en fait, je m'en sers quasiment toutes les semaines pour telle et telle raison. Tel autre apprentissage sur lequel on a mis beaucoup l'accent, il a été utile dans le cadre du programme, mais une fois le programme terminé, c'est beaucoup moins courant. Et donc, c'est peut-être moins utile de travailler de cette façon-là, ainsi de suite. Voilà, je crois qu'il y a une autre question qui a été posée, Christelle. Oui, Alors, le savoir est-il inerte? Le savoir est-il inerte? Franck, tu veux oui, intervenir? juste attirer votre attention sur le fait qu'il faudrait que cette séquence-là soit terminée dans une petite dizaine de minutes Oui, maximum. d'accord, on va passer à l'exercice. Alors, la notion de savoir inerte en psychologie cognitive, c'est simplement un savoir qui peut difficilement être utilisé. Je vous donne un exemple, vous apprenez toutes les capitales du monde. Ce n'est pas un savoir que vous allez utiliser tous les jours auprès des gens, sauf si vous êtes peut-être dans l'industrie du voyage. Ou encore, vous décidez d'apprendre l'alphabet cyrillique pour le plaisir d'apprendre l'alphabet cyrillique, mais sans nécessairement l'utiliser. C'est ce qu'on appelle du savoir inerte, c'est-à-dire que c'est un savoir qui ne va pas être utilisé beaucoup. Alors, dans une logique de culture générale, c'est génial parce que ça élargit justement la palette de connaissances des gens, mais dans une logique de compétences, ce n'est pas nécessairement des savoirs que je vais utiliser. Voilà ce que la psychologie cognitive va nous dire sur le savoir inerte. Alors, est-ce qu'on passe à l'exercice lui-même? Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser 2 minutes individuellement et je vais vous demander d'essayer de faire comme j'ai fait ici, de remplir une ligne de ce tableau. Alors, vous ne pouvez pas le remplir directement à l'écran parce que c'est mon tableau, mais sur un bout de papier ou à l'ordinateur, là, vous pouvez essayer de voir quels seraient les contenus, le contenu, quelle serait la grande compétence, l'objectif d'apprentissage là, qui correspond à ça, quelle serait la panoplie ou les 2 ou 3 stratégies d'enseignement et d'apprentissage, hein, les méthodes que vous voulez utiliser pour ça, et comment vous feriez pour obtenir une preuve de ça, soit en fin de semestre par évaluation formelle sommative, soit en cours d'enseignement pour prendre le pouls des étudiants hein, par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc, on vous laisse 2 minutes, vous essayez de répondre à une de ces lignes par rapport à un de vos cours et vous garderez le même cours pour les autres exercices aussi. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre quelques exemples de votre part, simplement pour voir qu'est-ce que ça donne quand on est en écologie ou quand on est en management ou encore en espagnol et ainsi de suite. Donc, je vous laisse 2 minutes, sauf s'il y en a qui n'ont pas compris la consigne. Vous pouvez nous le dire dans le chat.
Alors, on arrive gentiment au bout des 2 minutes pour celles et ceux qui n'auraient pas fini d'identifier les éléments pour leur ligne dans ce tableau. Je vous laisse encore une trentaine de secondes et puis on demandera des volontaires. Le plus simple, je pense, ce sera que vous preniez la parole directement, si vous le voulez bien, et que je note en direct votre réponse dans ce tableau pour qu'on puisse en discuter. Alors, est-ce que nous aurions un ou une volontaire qui voudrait nous donner quelques informations sur, dans le cadre de son cours, quel serait un élément de contenu ou de matière couverte dans le cadre du cours, auquel correspondrait un objectif d'apprentissage ou une compétence, pour lequel on aurait choisi un ensemble de stratégies d'enseignement ainsi que des méthodes d'évaluation. Moi, je veux bien. D'accord. Alors, rappelez-nous juste, c'est quel cours? En fait, je vais vous parler, mais rapidement, bien sûr, du cours écologie et environnement que j'anime à l'ENTPE. C'est un cours de trentaine d'heures, oui, c'est ça? Oui. Et en fait, bon, l'objectif général de ce cours, c'est plutôt de faire comprendre aux étudiants les enjeux dans le domaine environnement, enjeux sur la ressource, l'énergie, le changement climatique, etc. L'objectif, c'est aussi quand même de leur donner quelques notions d'écologie. Donc là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet sur cette discipline, mais c'est assez rapide. Donc voilà pour les objectifs, les stratégies. Oh, attendez, on va revenir. Là, vous me donnez des informations en vrac. Je vais juste vous les aider à les clarifier un petit peu. Alors, choisissons un élément de contenu, un élément de matière plus précis dans le cas de l'écologie. Ce serait quoi? Parce que oui, d'accord. On peut pas bâtir un macro scénario sur un cours de 30 heures, c'est pas possible? Si, mais ce qui est important, c'est de pouvoir justement identifier les composants. Parce que là, quand on dit, ouais, l'idée, c'est de les aider à comprendre ça, et puis on fait ça, on est encore très, très flou. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez, moi, c'est une situation vécue. Quand j'étais à l'Université de Lausanne, je prenais le métro pour aller à l'université et je voyais les étudiants dans le métro et c'était mon laboratoire. Alors, une journée comme ça, j'ai 3 étudiants qui sont assis l'un à côté de l'autre et visiblement vont à un examen. Premier étudiant a des petites cartes, des fiches cartonnées avec des définitions et puis apprend des trucs par cœur. Le deuxième étudiant a des pages et des pages de texte qu'il a évidemment rédigées, il est en train de les relire, ainsi de suite. Et la troisième étudiante, elle, est en train de lire le journal gratuit. Alors, les 2 premiers lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne révises pas, l'examen c'est ce matin. » Et puis elle leur dit « Mais vous savez, le prof, il a dit qu'il fallait simplement donner notre avis sur des problèmes qu'il va nous poser. » Le premier dit « Mais non, il a dit qu'il fallait donner les définitions. » Et en fait, le deuxième dit « Non, il a dit qu'il fallait que nous-mêmes donnions des exemples en lien avec le phénomène. » Donc, 3 étudiants, 3 compréhensions différentes de ce qui est attendu. Alors, petite université, j'ai vite compris qui était le prof et quand je l'ai croisé, je lui demande « Comment s'est passé ton examen ?» Il me dit « Écoute, je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'ai 1/3 des étudiants qui ont réussi et 2/3 qui ont échoué. » Et je lui dis « D'accord, et pourquoi ?» Il me dit « Il y en a seulement 1/3 qui a compris que je voulais qu'ils me donnent des exemples de leur compréhension par rapport à des éléments que je donnais. Il y en a qui m'ont donné des définitions et puis il y en a qui m'ont donné leur opinion, en gros. » Et la question qui tue, je lui ai demandé, je dis « Mais comment as-tu communiqué aux étudiants ce que tu attendais dans cet examen ?» Il dit « Mais je leur ai dit, je voulais qu'ils fassent preuve de compréhension. » Et vous voyez le problème avec compréhension, c'est que ce n'est pas très précis. Ce n'est pas vraiment une compétence, la compréhension. Par contre, être capable d'expliquer, être capable de donner un exemple, être capable d'appliquer des théories dans un contexte donné, là, on est plus dans une logique de compétence. Donc, c'est pour ça que j'aurais envie de dire, on va descendre un tout petit peu de là où on est et on va se dire, mais sur cet élément-là particulier, qu'est-ce que les gens peuvent faire plutôt qu'être dans une logique qui est trop souvent floue pour les étudiants. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose que je viens d'expliquer ou si vous ne suivez pas du tout.
Non, non, je comprends. Euh, à l'intérieur de ce cours, il y a un thème changement climatique. D'accord, alors on va appeler ça Je vais changement essayer de vous climatique. expliquer ce qu'on essaye de faire à travers ce thème, avec toujours pour objectif, en gros, comme ils sont dans une école de l'aménagement des territoires, l'objectif, c'est de leur montrer en quoi ces enjeux sont importants en matière d'aménagement du territoire. Enfin, comment on peut en tenir compte, les prendre en compte lorsqu'on fait de l'aménagement. Hein. Comment tenir compte des enjeux changement climatique en matière de l'aménagement. Là, je le note de façon sommaire, hein, mais voyez, déjà, là, vous êtes en train d'entrer dans la logique de l'objectif d'apprentissage ou de la compétence. C'est-à-dire que, oui, je leur parle des changements climatiques, mais ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est qu'à la fin de mon cours de 30 heures, ils soient capables de tenir compte de ces enjeux-là lorsqu'ils font de l'aménagement. Et donc, quelles sont les méthodes d'enseignement qu'on va utiliser pour y arriver? Alors, en fait, pour ça, il y a, on va dire, il y a peut-être trois séances, avec une séance qui est plutôt d'un apport magistral sur le changement climatique et énergie. Mmh. Donc là, en fait, on utilise des outils existants qui sont The Big Conference de l'association Avenir Climatique. Je ne sais pas si les participants connaissent cette modalité. Mais c'est pas grave. Là, on est dans une logique de cours magistral. Hein, c'est une conférence qui est très bien faite, qui a été très bien pensée et qui est en général faite par un étudiant pour des étudiants. Donc ça, c'est aussi une modalité qui permet peut-être de mieux faire passer les messages. Après, il y a une séquence. Là aussi, on emprunte en fait à des outils existants, des approches existantes, qui s'appelle. C'est un jeu de rôle, un jeu sérieux qui s'appelle la fresque du climat. Je ne sais pas si d'autres participants connaissent. Hein, très rapidement, très brièvement, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu sérieux? Alors, c'est un jeu de cartes, des cartes sur le changement climatique. Et il s'agit en fait de disposer, disposer ces cartes sur la table. Alors quand on est en distanciel, c'est sur le bureau de l'ordinateur, enfin c'est sur un support numérique. Donc il faut disposer ces cartes dans des relations de cause à effet. D'accord. Donc on part des émissions de CO2 et on arrive jusqu'aux catastrophes annoncées qu'on connaît, quoi. Voilà, donc c'est un jeu sérieux, un petit peu traumatisant, mais ça les secoue un peu. L'apprentissage par le traumatisme, d'accord. Voilà, enfin, donc. Et la troisième stratégie, parce que vous disiez qu'il y avait 3 étapes ou 3. Oui, alors après, comment dirais-je, c'est une séquence, c'est une séance qui justement fait un peu plus le lien avec l'aménagement, puisque c'est une séance de 2 heures sur les transitions. Une séance de 2 heures qui se déroule comment? C'est quoi? C'est du cours magistral? Disons que là, c'est en distanciel. Donc, alors je suis d'accord que distanciel, ce n'est pas forcément un cours magistral. Hein, mais là, on a des promotions de 200 élèves. Donc, ça sera du cours magistral, mais avec énormément d'éléments d'échange. On fait appel on fait des sondages comme on a fait ici. On travaille avec Ouclap. Vous devez connaître, je pense. Oui, oui. Voilà, donc il y a des apports, il y a des moments d'échange, et c'est sur effectivement en fait la question des transitions, c'est-à-dire constater aujourd'hui où on en est et de faire comprendre aux étudiants ce que sont les transitions possibles, et finalement comment ils peuvent les mettre les relier aux questions d'aménagement du territoire. D'accord. Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir une preuve que les gens sont capables de tenir compte des enjeux lorsque l'on fait de l'aménagement? C'est une bonne question. Mais rassurez-vous, c'est une question que beaucoup de gens trouvent difficile à répondre. Ce sont des étudiants qui sont en première année d'école d'ingénieur. On est quand même plus sur un objectif général d'appréhension des enjeux. Hein. Christelle connaît bien, Christelle Rimbaud. Et donc, il est assez difficile à ce niveau-là de vérifier qu'ils ont véritablement pris en compte ces enjeux, puisque le cours
et surtout un cours d'apport, et ils n'apportent pas vraiment la preuve. Oui. C'est plus tard qu'ils vont apporter la preuve. Oui. Je peux vous dire un truc que vous n'allez pas aimer entendre. Mais bien sûr, Denis. En fait, je pense que c'est difficile d'obtenir la preuve en raison des stratégies qui sont choisies. Parce que c'est vrai que si je me tourne vers le cours magistral, même s'il y a des échanges, alors peut-être dans les échanges, j'arrive à tirer des éléments de preuve que les gens ont compris ou maîtrisent la compétence. Mais si je fais du magistral, si je reviens à mon exemple de la conduite automobile de tout à l'heure, je viens de replacer les étudiants dans le siège du passager et moi dans le siège du conducteur. Et en fait, c'est ça la question de la scénarisation. Ça va être de se dire, mais là dans les stratégies que j'utilise, est-ce que je suis au clair sur qui fait quoi et est-ce que finalement, les gens sont dans le bon siège dans le véhicule? Et on a tendance, en tant qu'enseignant, à plutôt se dire, ben, moi, je vais leur présenter ci, moi, je vais leur présenter ça, moi, je vais faire ça. Mais dans notre scénario, on pense très peu à eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu plus loin quand on va parler du micro-scénario. C'est sur tel sujet, le changement climatique, si ça, c'est la compétence, je pourrais en fait cette cellule-là la diviser en deux et dire qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je dois faire et qu'est-ce que les étudiants devraient faire. Et une fois que j'aurai clarifié ça, ça va être beaucoup plus facile de dire, mais alors qu'est-ce que je leur demande ici pour avoir la preuve de l'atteinte de la compétence. Et désolé de vous mettre un peu sur la sellette comme ça, hein, mais je trouve que c'est un très bon exemple parce que votre réflexion, elle est très bien. Et puis, elle est similaire à ce qui se passe pour beaucoup d'enseignants. C'est que quand on arrive à l'évaluation, on se dit, mais là, écoute, je vais faire un questionnaire à choix multiples parce que c'est quand même plus facile. C'est plus simple à corriger, surtout que j'en ai 200. Et là, finalement, il n'y a plus cet alignement qu'on voulait avoir dans le scénario. Je sens que Franck doit s'impatienter parce qu'on va devoir passer. Il y a juste une question qui est en lien avec ça, hein, dans le chat. Amandine qui dit, non pas Amandine, Élodie qui dit, y a-t-il un projet d'aménagement du territoire fictif ou non plus tard dans le cours? Mais voilà, ça serait une façon. Mais on peut aussi se dire, déjà, j'ai envie de dire, cette idée découpée en disant, bon, la première année, c'est que des fondements, là. Ça, c'est la base. Et ça, ils ne s'en servent pas. Ils vont, la deuxième année, apprendre, ils vont s'en servir plus tard. Ça, j'ai envie de dire, c'est une ancienne façon de réfléchir l'enseignement et la construction des programmes. Vous avez peut-être entendu parler de l'apprentissage par problème en médecine, qui a été révolutionné il y a une trentaine d'années, où on a dit, ben, on a un gros problème, c'est que la formation en médecine dure 6 ans et le savoir double à peu près tous les 7 ans, ce qui fait qu'à la fin des 6 années, nos diplômés sont tous dépassés. On s'est dit, on va devoir travailler différemment. On a dit, on va plutôt travailler avec les gens pour faire en sorte qu'ils apprennent comment apprendre au fur et à mesure où ils avancent dans leur carrière. Et ils ont complètement révolutionné l'enseignement où, dès la première année, dès la première semaine de la première année de médecine, si on applique cette méthode-là comme il se doit, ben les gens, en fait, ils n'ont pas de cours magistraux. Ils n'ont pas de cours de théorie. Première semaine de première année de cours, voilà, on vous présente un cas, monsieur X, avec ses symptômes, certaines indications, et on vous dit, ben voilà, vous avez une semaine pour essayer de trouver un diagnostic, poser un diagnostic et identifier le traitement. Alors, les étudiants ont une semaine pour aller fouiller à partir des éléments qu'ils ont pour construire leurs connaissances en lien avec ce cas-là, se poser des questions entre eux, mais c'est vraiment une semaine de travail autour de ça. Et le rôle de l'enseignant dans ce cas-là, c'est vraiment de ne jamais répondre aux questions des étudiants par des réponses, mais plutôt de répondre aux questions des étudiants par des questions, pour les aider à trouver par eux-mêmes. Alors, oui, Franck. Pardon. Ce que je suggère, c'est que pour cette partie, peut-être qu'en un mot, tu finalises le propos, et puis que les gens qui souhaitaient proposer auront l'occasion, dans les parties 2 et 3, d'avancer sur le... Tout à fait. Et l'idée, c'est que le travail que l'on fait là, que vous avez déjà fait là, vous avez 4 personnes disponibles sur le terrain pour regarder ces éléments-là avec vous, pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Bien entendu, si vous m'envoyez un mail avec des choses, je le regarde aussi. OK, alors je passe à
à la suite. Donc là, on était au niveau de notre scénario pédagogique. Vous avez vu un peu comment je vais le construire. Je vais me dire, finalement, j'ai 30 heures de cours, il y a une dizaine de grands sujets. Ici, on nous disait, on va passer 3 semaines sur tel sujet du changement climatique, tel autre sujet. Donc, je vais pouvoir commencer à découper mon cours et me dire quels sont les éléments importants. Et ce qui va arriver souvent, c'est que vous allez voir ici qu'il y aura une panoplie de méthodes d'enseignement et d'apprentissage qui vont être utilisées différemment en fonction des compétences visées. Même chose pour l'évaluation. Et là, ça répond déjà à une question que quelqu'un posait en préalable au webinaire sur « oui, mais comment on fait pour éviter que ce soit trop routinier ?» C'est que là, en fait, vous allez voir qu'en fonction de la compétence, vous allez devoir faire appel à des stratégies différentes à chaque fois. Ou parfois, ce sera les mêmes stratégies. Parce que trop changer de stratégie aussi peut rendre la vie difficile aux étudiants. Alors, je poursuis. On a fait l'exercice, on a discuté un tout petit peu. On va passer à la deuxième partie qui est le quand, si on veut. Et là, c'est vraiment le contexte, là où on va se tourner vers le contexte actuel. Comment s'adapter au nouveau contexte de l'enseignement supérieur, hein, qui est celui de la multimodalité. Multimodalité parce qu'on doit faire de la distance. Là, pour le moment, on n'a pas trop de présentiel. Et je vous dirais que dans mon université, on a fait le pari de la comodalité, c'est-à-dire que tous les scénarios pédagogiques sont construits avec autant d'apprentissage à distance, d'enseignement à distance qu'en présentiel. Alors, si tout à coup on a une difficulté au plan sanitaire et on ne peut plus faire de présentiel, ben c'est très facile de transférer nos éléments dans notre scénario qui est plus à distance. Et la même chose dans le sens inverse, si nos serveurs tombent en panne pendant une semaine et qu'on ne peut plus travailler à distance et qu'on doit faire des trucs en présentiel. Le souci, comme je disais déjà, c'est de simplement transposer l'un vers l'autre. Et c'est ça qui n'est pas possible. On doit vraiment passer par le scénario. Sinon, on essaie de faire des choses à distance que l'on ferait normalement en présentiel, mais le contexte est complètement différent et ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer ici d'articuler les différentes dimensions de l'enseignement en multimodalité et puis vraiment les articuler en fonction de mes intentions pédagogiques. Donc, on va remonter au méta-scénario. Comme vous avez entendu dans la capsule audio, je disais que finalement, on a choisi la continuité pédagogique qui encourage à juste prendre ce que l'on fait à l'heure actuelle et puis le transposer à distance. Sauf que tous les gens qui travaillent dans la formation à distance, et ça existe depuis un certain nombre d'années, vous savez, il y a des universités qui font ça depuis un certain nombre d'années, qui réussissent très bien. Je prends le cas de la Open University au Royaume-Uni, qui a plus de 600 000 diplômés aujourd'hui, et c'est une université qui fonctionne très bien à distance. Mais bien entendu, le scénario est différent. Les gens ne vont pas envisager transposer un CM à distance. On va donner du matériel aux étudiants et on va organiser une séquence avec ce matériel pour les faire travailler de façon à atteindre la compétence visée. Donc finalement, le changement lié à la crise sanitaire nous amène à nous poser des questions, 4 grandes questions qui remettent en question le scénario habituel que l'on avait. Le premier, c'est là ce que je dois apprendre ou ce que je dois moi enseigner. Qu'est-ce qui peut se faire à distance et qu'est-ce qui peut se faire en présence? Ou encore, qu'est-ce qui doit se faire à distance et qu'est-ce qui doit se faire en présence? Et je parlais de la Open University à l'instant. La Open University a fait le choix de faire tous ces examens, ces épreuves d'évaluation en présentiel. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Parce que pour eux, c'était dans le modèle. Et donc, ils organisent des examens avec différentes universités dans le monde pour pouvoir faire passer les examens en présentiel. Il y a d'autres systèmes où on ne fonctionne pas comme ça du tout. On a fait d'autres choix. Mais là aussi, je dois me poser ces questions-là. Une autre question à me poser, c'est est-ce que j'ai besoin que les gens fassent du travail en différé ou en direct? Et là, je vais reprendre l'exemple qu'on avait à l'instant sur le changement climatique. Quand on nous disait, là, la 3e séance, on va leur faire une présentation magistrale pour les aider à voir le lien avec l'aménagement. C'est à peu près ça. Alors, je peux le faire en magistral, mais je peux aussi leur donner un texte, je peux aussi leur donner une vidéo à regarder. À la rigueur, une vidéo de moi enregistrée, mais qui n'est pas trop longue, pour que, quand les gens soient en direct,
Là, on travaille sur leur compréhension, l'application de la compétence, le développement de celle-ci. Alors que trop souvent, on a tendance à prendre le travail direct comme étant celui où on doit transmettre la matière. Mais aujourd'hui, la matière, elle existe partout. Elle existe dans des livres, elle existe sur Internet, elle existe dans des capsules vidéo et ainsi de suite. Et donc, c'est là que je vais réfléchir à mon scénario et c'est là où ça va changer. Vous savez, autrefois, quand j'étais étudiant, jeune, il y a 35 ans, on nous faisait lire des livres. Alors aujourd'hui, je sais qu'on n'en fait plus beaucoup de ça, mais il y a d'autres façons de faire. Et si vous avez entendu parler de la classe inversée, c'est exactement ça. C'est l'idée de dire, finalement, quelle est la plus-value à ce que je raconte à des étudiants, des trucs qu'ils peuvent lire eux-mêmes dans un texte de 15 pages. Par contre, ma plus-value à moi, c'est de les aider à l'appliquer et à s'exercer à l'utiliser. Donc, le travail en direct, le travail en différé va renverser un peu ce qui est fait en présentiel et ce qui est fait à distance. Est-ce que je les fais travailler en groupe ou individuellement? Il y a énormément d'apprentissages qui ont lieu en groupe. La preuve, c'est que, pardon, même si vous les faites travailler surtout individuellement en classe, en dehors de la classe, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent pour s'aider mutuellement sur certains travaux, et ainsi de suite. Donc là aussi, je vais réfléchir à cette dimension-là. Je vais dire, cet aspect-là, est-ce que j'ai besoin qu'ils le fassent seuls, quitte à ce qu'ils reviennent en direct en ayant chacune des informations? Est-ce que je préfère qu'ils le fassent en groupe? Et là, les étudiants qui vous disent, mais monsieur, on habite loin, on ne peut pas travailler ensemble, ça ne tient plus la route maintenant. Tout le monde peut travailler à distance. Donc, on peut très bien se faire un groupe de 4 ou 5 personnes pour préparer le devoir qu'on nous a demandé de préparer pour le cours suivant. Et finalement, le quatrième élément, pardon, et c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, et ça va répondre à une des questions aussi qui a été posée en amont, c'est finalement comment faire pour que les étudiants fassent le travail, que les étudiants participent. Alors, il y a des éléments, je vais devoir guider leur travail, il y a des moments où je vais les laisser en autonomie, mais le travail en autonomie ne veut pas dire que ce n'est pas encadré. Les étudiants, si je leur dis, voilà, d'ici la semaine prochaine, je ne vous donne rien à faire, lisez des trucs qui peuvent vous intéresser en lien avec ce que vous avez vu là, très peu vont le faire. Si par contre, je leur donne un texte de 3 pages, soyons fous, avec 4 questions auxquelles les gens doivent répondre, en leur disant, vous devez répondre à ces questions-là, seul ou en groupe, et en fait, au cours de la semaine prochaine, on va redémarrer avec vos réponses à ces questions-là pour voir ce que vous avez compris, comment vous l'avez mis en œuvre. Là, je ne suis plus du tout dans la même logique. Donc, le métascénario, c'est par rapport à ces dimensions-là qu'on va s'interroger. Christelle ou Fatma, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dans le chat? Pas récemment. Pas récemment, ok. Non. Alors, je poursuis juste avec l'outil qui va nous aider justement à répondre à ces questions-là. Et pour cette séquence, oui, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Parfait, merci. Alors, vous voyez les 4 questions que je mentionnais à l'instant. En fait, on va commencer à se poser ces questions-là pour clarifier les dimensions, les paramètres du méta-scénario. Pourquoi? Parce que si je dis mais telle chose, ça doit absolument être fait en présentiel et telle autre chose, ça doit être fait en différé. Dans mon scénario de cours, je saurai à ce moment-là qu'il y a des méthodes que je vais utiliser qui vont être plutôt du distanciel, il y a des méthodes qui vont plutôt être du présentiel, il y a des méthodes il y a des devoirs que je vais donner à la fin du cours en vue du cours suivant, il y a des activités que je vais prévoir lors des moments présentiels parce que j'aurai clarifié ces éléments-là. Est-ce que, avant de vous lancer dans l'exercice, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des réactions par rapport à ces 4 grandes questions du méta-scénario? C'est en fait une diversion pour pouvoir prendre de l'eau. Vous êtes donc tous et toutes prêts à faire l'exercice et si on l'évaluait, vous auriez 100% ou 20 sur 20. Alors, je crois qu'il y a une question qui est apparue dans le chat. Nous repartons ici de la colonne stratégie, point d'interrogation. Oui, est-ce que c'est la suite, ce que je traduis par est-ce bien la suite du document précédent? En fait, on reprend de l'altitude. Si vous voulez, je vais revenir à mon document. Et si je reviens… Pourquoi il se passe? Voilà.
En fait, je vais juste revenir à cette diapo. Attendez un instant, là. Je dois faire 2 manipulations en même temps pour vous ramener. Voilà. Regardez. Là, en fait, on a pris… Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Les 3 niveaux de la scénarisation. On a démarré avec notre macro-scénario, donc le scénario du cours, l'alignement des différentes dimensions du scénario pédagogique. Et ça, c'est souvent par là qu'on va commencer parce que c'est le cours qu'on enseigne depuis un certain nombre d'années. Et puis, le méta-scénario, donc les 4 grandes questions qu'on vient de se poser là, on a tendance à pas trop se les poser parce qu'on n'a pas besoin. Sauf que la crise sanitaire, là, nous force à nous les poser. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'altitude pour regarder notre macro-scénario d'en haut avec ces 4 grandes questions-là pour pouvoir ensuite revenir dans notre macro-scénario et l'ajuster. Quand je vous disais que simplement transposer du présentiel au virtuel, c'est rare que ça fonctionne parce que justement les variables sont trop différentes, déjà de vous interroger sur ces 4 grandes dimensions-là du méta-scénario va vous aider à faire le transfert et la même chose dans le macro-scénario après. Alors, je crois qu'il y a des réactions ou des questions dans le chat. C'est possible? Une question de précision, on nous demandait si on était bien dans le méta-scénario. Oui. Là, on est bien dans le méta-scénario. Oui. Donc, on est sorti du macro-scénario, on est remonté dans le méta-scénario ici. Et là, c'est pour ça qu'on se pose des questions qui sont très générales, qui portent même pas sur les contenus, si vous voulez. C'est vraiment plutôt des éléments juste de, mais ça, si je veux vraiment qu'ils soient capables de faire telle chose, il faut vraiment que je le fasse en direct avec eux, tandis qu'ici, ça peut être fait seul ou en groupe, mais en différé. Et je crois qu'il y a une autre réaction dans le chat. Hein. Non, ce n'était pas une question d'après. J'ai mal interprété, ce n'était pas une question, c'était une précision. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on passe à l'exercice? On ne dirait pas. Alors, je reviens ici. Donc, vous avez ce tableau. Ce qu'on va faire, c'est dans l'exercice, vous allez prendre encore une fois 2 ou 3 minutes pour essayer d'identifier, essayer de mettre des éléments dans au moins 2 de ces cellules de ce tableau. Qu'est-ce que je dois faire en présentiel? Qu'est-ce que je dois faire à distance? Ou encore, qu'est-ce que je dois faire en direct et qu'est-ce que je dois faire en différé? Ce sont 4 questions qui vous aident à réfléchir à votre scénario, peut-être de nouvelles façons même par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et puis, on prendra un exemple par la suite pour voir comment ça s'opère dans le… Pardon, comment ça s'opère dans la réalité. Alors, je vous laisse quelques minutes pour essayer de répondre à quelques-unes des questions de ce tableau. Donc, je vais remettre le tableau. Voilà. Et Franck, tu nous précises combien de temps il nous reste pour cette partie? Une petite quinzaine de minutes. Très bien, merci. Alors, ce que je peux faire peut-être pour vous aider à réfléchir à votre scénario, c'est que je peux essayer de répondre ici à des… Attendez, je vais devoir sortir de ça encore. Voilà. Je peux dire mon cours de psychologie de l'apprentissage. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait en présence? Ben alors, en présence, il faut absolument qu'il y ait les discussions pour vérifier la compréhension. Qu'est-ce qui doit être fait à distance? Ben là, en fait, si je veux pouvoir faire ça en présence, à distance, il va falloir que les gens lisent des fiches résumées de chaque approche ou auteur. Alors ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui va être fait en groupe? Mais finalement, individuellement, c'est la lecture des fiches résumées. Mais qu'est-ce qui va être fait en groupe? C'est la comparaison, la comparaison des réponses aux questions. Ah oui, alors je vais juste mettre ici « et questions ». Il y a une question qui dit « Faut-il qu'ils lisent Piaget intégralement ?»
J'ai envie de vous dire, vous, à quel moment vous avez lu Piaget intégralement? Non, mais ça, c'est la question, c'est qu'on se dit… C'était une blague. Non, mais c'est une blague, mais en même temps, moi, j'ai vu souvent des gens qui me sortaient des listes de lecture pour les étudiants. Mais en gros, c'était la liste de tout ce qu'eux avaient lu. Et là, on est en train de confondre le professeur des universités et l'étudiant de première année de licence. D'accord? Donc, c'est quand je disais tout à l'heure sur les contenus, vous devez vous poser la question jusqu'où je dois aller. Moi, je vous donne un exemple. Je fais énormément d'ateliers de formation pour des profs d'université, mais je ne vise pas que les profs d'université aient le même savoir pédagogique que quelqu'un qui a un doctorat en psychologie de l'éducation. Je vais me dire, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour eux dans leur contexte? Donc, je disais ici, pour le travail groupal, je veux dire la comparaison des réponses aux questions en vue de la discussion de groupe. Qu'est-ce qui doit être accompagné? Bon, en autonomie, ça, je vais les laisser faire le travail autour des fiches. Les fiches résumées. Ça, je vais les laisser travailler en autonomie parce qu'il y aura assez de toute façon de consignes sur la fiche et entre eux, ils vont pouvoir s'autoréguler. Par contre, qu'est-ce qui doit être fait? C'est la mise en application. Donc, situation, identification de l'approche et explication. Et ça va devoir être fait probablement en direct aussi, parce que en direct, mais à distance. Je peux le faire en distance, mais je peux le faire en présence aussi. Donc voilà, je commence déjà à clarifier des éléments qui vont me guider ensuite dans la construction de mon scénario. Avant de vous lancer dans l'exercice, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de clarification? Il y a déjà des partages, en fait. OK. Moi, le problème, c'est que je n'arrive pas à lire le chat en même temps que je projette. Donc, mais non, mais t'inquiète pas, on le fait pour toi. Alors, je vous laisse encore peut-être 2 minutes donc, pour que vous puissiez réfléchir à des éléments qui sont là, toujours en lien avec votre cours auquel vous pensez. Et puis, on prendra quelques exemples après de différentes personnes pour chacune des cases, pas toutes les cases, mais de quelques cases. Donc, 2 minutes de travail individuel. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des livres à conseiller à lire sur les scénarios pédagogiques? Une question de Hervé. Bonne question. Sur la scénarisation en tant que telle, il y a sûrement, faudrait que je regarde plus en détail. Moi, je n'ai pas encore eu le temps d'écrire les miens là-dessus. Mais j'ai envie de dire, dans les bouquins que j'ai faits, on tourne autour de ça parce qu'on travaille sur les différents aspects de la construction d'un cours et ainsi de suite. Et c'est en fait, au fil des ans, avec les collègues, dans divers programmes, en Suisse, on a dans plusieurs universités des programmes de formation à la pédagogie universitaire pour les profs. Et on s'est rendu compte que les gens, ils apprenaient plein de trucs sur les compétences, plein de trucs sur les stratégies d'enseignement, plein de trucs sur l'évaluation, mais la capacité de le mettre ensemble à la fin était une autre étape de leur apprentissage. Et c'est là qu'on s'est mis à travailler sur les questions de scénarisation. Alors, vous allez pouvoir trouver, si vous faites une recherche sur scénarisation, ou des fois on va appeler ça la planification pédagogique. Le souci, c'est que si vous tombez dans des ouvrages très sciences de l'éducation, là on va aller beaucoup dans le détail. Et moi, ce que j'essaie de faire avec vous, c'est de vous donner plutôt des repères théoriques et des outils pratiques, de sorte que vous ne vous perdez pas trop dans les détails plus sciences de l'éducation et que finalement vous restiez dans votre rôle de professeur de biochimie qui s'interroge sur les aspects pédagogiques de son cours.
Mais Christelle, Fatma ou Franck, si vous pensez à des ouvrages, n'hésitez pas à le mentionner ou à le dire. J'ai mis les références du tien déjà. Bon, et puis je vous précise juste que je ne gagne absolument rien au plan financier. Donc, j'ai renoncé à mes droits d'auteur pour pouvoir m'assurer que le bouquin soit moins cher que ce que l'éditeur voulait faire. Mais malgré tout, alors si vous ne pouvez pas acheter le bouquin ou vous ne le trouvez pas, vous allez sur le site internet de l'Université de Lausanne. Je vais le mettre dans le chat. Ah non, j'y arrive pas, je ne peux pas sortir. C'est w3.unil.ch /CSE pour le centre de soutien à l'enseignement. Et là, vous avez passablement de ressources qui sont calquées sur certains des aspects de ces ouvrages. OK, est-ce qu'on a un premier volontaire pour nous donner peut-être, on va y aller ligne par ligne. Vous choisissez une ligne et vous nous dites, ben moi, à titre d'exemple, en direct, voici ce que je dois faire et puis en différé, voilà ce que je dois faire. Qui se lance? Vous voyez, ça c'est peut-être une petite parenthèse. Ça, c'est l'autre difficulté, parce que vous savez comme moi que quand vous êtes dans un amphi, vous posez des questions, les étudiants ne veulent pas répondre, il y a des méthodes pour y arriver. On dit, bon, mais alors prenez 1 minute à 2 ou 3 et essayez de remplir une ligne et après prendre la parole au nom de 3 personnes, c'est plus facile que prendre la parole en son nom personnel. À distance, ça devient plus difficile. Donc, c'est peut-être là où je dois dire... alors aujourd'hui, j'aimerais bien que les personnes suivantes soient prêtes à répondre à des questions parce que je vais vous demander peut-être de m'aider. Donc, je vais devoir gérer différemment la prise de parole étudiante. Alors, il y a une main levée. Hervé. Oui, Hervé. Hervé. Oui, bonjour. Moi en direct, je fais les cours, j'explique et puis je fais les retours sur les exercices des élèves qui me déposent sur Moodle. Je fais ça. Et retour sur exercice, d'accord. J'essaie de voir ce qu'ils ont fait comme erreur, puis de dire, même s'ils n'en ont pas fait, Et ça, c'est en direct, ce qui implique que eux font les exercices en différé, c'est ça? Là, ils font en direct et en différé, enfin plutôt en direct qu'en différé. D'accord. Okay, mais c'est-à-dire que eux, le retour sur exercice, eux, ils font parfois des exercices par eux-mêmes à l'extérieur des moments en contact avec vous? J'aimerais bien, mais je ne sais pas s'ils le font, quoi. C'est ce qu'ils n'ont pas fini en cours, normalement, ils devraient le faire à l'extérieur. Ah, mais j'aime bien le normalement, ils devraient le faire à l'extérieur. Je ne les force pas, quoi. Mais la question, c'est que, oui, on ne les force pas, mais ce n'est pas une question de forcer. Vous savez, la psychologie, c'est la science de la manipulation bienveillante. D'accord. Et en fait, c'est donc ça. Et c'est donc ça, en effet, la manipulation malveillante, ça s'appelle le marketing. Pardon pour les gens qui viennent du marketing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à placer les gens dans une situation où ils n'auront pas le choix de le faire. Parce que ce avec quoi je vais démarrer la semaine suivante, ils auront besoin d'avoir fait ces exercices-là et je ne vais pas leur donner les réponses nécessairement. Et en fait, merci Hervé, parce que cette illustration-là montre que finalement, mon scénario pédagogique, ce n'est pas 13 petits bouts mis bout à bout, et on va le voir quand on va parler du micro-scénario. En fait, mon scénario pédagogique, c'est un ensemble de semaines qui couvre 30 heures de présentiel, presque autant d'heures en dehors de la classe. Ça, c'est un débat qui est quand même un peu compliqué, particulièrement en France, mais chaque heure d'enseignement en classe demande des heures de travail des étudiants à l'extérieur de la classe. Mais si on ne cadre pas, on n'organise pas ce travail-là, beaucoup d'étudiants ne vont pas le faire. Donc, comment est-ce que je peux leur demander de faire quelque chose avec lequel ils n'auront pas trop le choix parce qu'ils se disent « ouais, mais si je ne le fais pas, je vais être largué au cours suivant ». Et là, attention, parce que si vous revenez le cours suivant et que vous dites « bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait, alors je vais vous dire ce qu'il fallait comprendre », là, vous venez de tuer l'exercice. Hein, ça ne va pas se produire les fois suivantes. Donc, réfléchir à votre scénario comme étant une succession de moments présentiels, mais aussi une succession de moments à distance. Et c'est pour ça aussi que souvent, certains enseignants qui entrent dans cette logique-là vont éviter de construire leur cours avec semaine 1, thématique 1, semaine 2, thématique 2, semaine 3, thématique 3, mais vont plutôt dire semaine 1,
présentation du cours et début de la thématique 1 qui va se terminer à la semaine 2. Et on va démarrer la thématique 2 qui va se terminer la semaine 3 avec du travail à faire entre les deux séances. Et là, déjà, c'est plus facile de faire participer les étudiants. Alors, je vois qu'il y a des réactions dans le chat. Ouais, il y a une question de Julie. Comment on fait quand il n'y en a que 2 ou 3 qui ont fait le travail demandé? Est-ce que ça suffit pour la mise en commun? 2 ou 3 sur combien? Elle ne dit pas. Mais alors là, on entre dans des questions un petit peu plus fondamentales et démographiques. C'est que, alors, imaginons une université hyper sélective à l'entrée. D'accord? Prenons l'université Harvard aux États-Unis. Alors, on a des étudiants hyper motivés qui travaillent très fort. On a des étudiants qui sont peut-être moins motivés, travaillent moins fort. Et on n'a pas d'étudiants qui font rien généralement parce que ça coûte trop cher. Et donc, les étudiants qui sont moins motivés, ils attendent généralement de voir ce que les étudiants motivés qui travaillent fort font. Et ils attendent surtout de voir si l'enseignant fait vraiment ce qu'il demande de faire. Si l'enseignant dit « lisez le texte » et que la semaine suivante, l'enseignant nous dit « finalement, je vais vous dire ce qu'il y avait dans le texte », ben là, je viens de tuer le scénario, si on veut. Dans des systèmes où il n'y a pas nécessairement de sélection à l'entrée, c'est un peu plus compliqué. Parce que s'il n'y a pas de sélection à l'entrée, on va avoir vraiment 3 tiers. Un tiers qui va être très motivé, qui va faire le travail, un tiers qui attend pour voir si c'est essentiel de faire le travail, et un tiers qui ne fera pas le travail, peu importe, parce qu'ils sont là, on ne sait pas pourquoi, et ainsi de suite. Donc là, c'est encore plus difficile, parce que votre tiers du milieu, il attend vraiment de voir que le comportement adopté, c'est le comportement de ceux qui sont motivés. Et donc, vous devez construire votre scénario pour faire en sorte que si finalement, je n'ai pas fait mon travail, je suis largué, ça ne me donne rien de venir au cours. Donc, je dois faire le travail en dehors du cours. Et là, vous allez dire, oui, mais là, j'aurai trop d'échecs et on va me taper sur les doigts. Mais alors, ça, c'est un problème systémique. Juste un mot pour signaler qu'il ne nous reste plus que 2 minutes maxi sur cette partie. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait des réactions dans le chat. Ça pose la question du contrat pédagogique, nous dit Élodie. Oui, alors, on peut l'appeler comme ça, mais oui, on peut l'appeler contrat pédagogique, on peut aussi l'appeler simplement la clarification des attentes respectives. Parce que sans que ce soit un contrat, si vous ne dites pas aux étudiants ce que vous attendez qu'ils fassent comme travail en dehors des cours, qu'est-ce qu'ils font les étudiants? Ils s'alignent sur le plus petit commun dénominateur. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs universités où, dans les évaluations que les étudiants remplissaient à la fin du semestre, ils nous disaient ce cours-là, la prof, elle demande beaucoup de taux de travail, il n'y a que 2 crédits ECTS, et puis dans le cours de monsieur untel, où il y a 6 crédits ECTS, on n'a rien à faire en dehors des cours. Donc ça devient leur référence. Donc en fait, vous devez juste clarifier les attentes pour éviter que les gens reposent sur leur propre présentation de ce qui est attendu. Et en plus, beaucoup d'étudiants et étudiantes universitaires ont l'idée qu'à l'université, on vient s'asseoir en amphi, on vient écouter un enseignant, on ne pose pas de questions, alors que juste avant l'université, ce qu'ils ont fait, ils posaient des questions, ils participaient, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on va devoir aider les étudiants à comprendre ce qu'on appelle parfois la microculture d'enseignement et d'apprentissage de votre cours. Vous, dans votre cours, vous voulez établir une microculture qui dit aux étudiants dans mon cours, pour comprendre, il faut faire le travail. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je vais faire telle chose, vous faites telle chose. Parce que sinon, ils se rabattent sur leur propre modèle mental et le plus petit commun dénominateur. Est-ce qu'on prend juste une autre contribution pour nous montrer sur une autre ligne qu'est-ce qui aurait été fait, quel genre de questions quelqu'un s'est posé? Une toute dernière, alors. Oui, oui, monsieur, promis. Alors, est-ce que c'est une réponse dans le chat ou est-ce que c'est… C'est moi qui sollicite pour voir si… OK. Bon, alors, s'il n'y en a pas, je vais passer à la suite et puis on pourra faire le travail en plus en individuel, en accompagnement individuel avec les gens. Donc, on a fait cet exercice. Maintenant, on va revenir, si on revient à notre visuel de tout à l'heure avec les 3 niveaux de scénarisation, on a réfléchi au macro-scénario, on est remonté au méta en se disant, mais les grandes questions que je vais devoir me poser, et puis là, on va aller plus en détail de, mais chaque semaine, chaque séance, comment elle va se dérouler?
Mais attention, j'ai déjà fait mon macro-scénario. Sans le macro-scénario, ça ne me donne rien. Donc, on va aller voir comment chaque séance de cours va se dérouler et on va voir quelles sont les questions que l'on peut se poser pour transformer votre enseignement dans cette logique aussi multimodale, pour de ne pas préserver la charge de travail, mais aussi favoriser la participation. Alors, vous vous souvenez, le 3e niveau, c'était en fait plusieurs petites séances comme ça. Et en fait, chacune de ces séances de cours, c'est la même logique de l'alignement qu'on avait tout à l'heure. Et c'est normal parce que ça découle de ça. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se poser des questions, vous allez voir, mais révolutionnaires. Les voilà. Vous allez commencer à réfléchir à votre séquence en vous posant ces questions-là. Finalement, je les ai pendant 1 heure. Alors, les premières 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? Et puis comment? Et pourquoi on fait ça? Les 20 minutes suivantes, qu'est-ce que je fais? Vous savez, les gens parfois qui nous disent « Ah, mais au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai perdu les étudiants dans mon exposé magistral, je vois bien, ils font autre chose ou ils prennent des notes à l'ordinateur. » En fait, je leur dis « Mais pourquoi est-ce que vous ne changez pas le mode de fonctionnement au bout de 20 minutes ?» Imaginez un scénario où, plutôt de simplement expliquer pendant 30 minutes quelque chose, imaginez que je pose une question aux étudiants au tableau en disant « À la fin de l'exposé de 15 minutes que je vais vous faire, ou de 20 minutes, vous devriez être capable de répondre à la question suivante. » Et vous notez la question au tableau. Alors déjà, les étudiants vous écoutent avec cette logique de répondre à la question. Même chose si je le fais à distance, je peux leur dire, là, je vais vous présenter quelque chose pendant 15 minutes. Voici là où les questions auxquelles vous devriez être capable de répondre après, quand on va faire un moment de discussion pour voir ce que vous avez compris. Les gens vont écouter différemment et quand vient le moment justement de vérifier ce qu'ils ont compris, comment ils l'ont compris, en leur posant quelques questions autour de ça, ils sont préparés en conséquence. Alors, on va faire ce petit exercice où là, vous allez vous concentrer sur un cours, une semaine de cours en particulier. Et vous allez dire, ben voilà, mon heure de cours, si je la divise en blocs, hein, ça peut être des blocs thématiques, ça peut être des blocs d'activités, ça peut être des moments où vous avez des objectifs très, très précis de ce que vous voulez faire. Ce serait quoi la séquence de cette séance de cours? Qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? Comment? Et le plus important, c'est le pourquoi, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir le communiquer aux étudiants et clarifier ce que vous attendez d'eux et d'elles dans le cadre de ce qui se passe. Questions, remarques, commentaires, objections avant qu'on vous fasse faire le petit exercice. Alors, on va faire quelques minutes juste pour que vous essayiez de remplir peut-être une ligne ou que vous commenciez à mettre des éléments dans ce tableau. On va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer et puis on va terminer cette partie-là sur la micro-scénarisation dans une logique de séquence. Donc, je vous laisse 2 petites minutes. Pendant ce temps-là, moi, je vais remplir en direct, toujours à partir de mon cours de psycho de l'apprentissage, jusqu'à ce que quelques éléments, entre autres sur la semaine où on va parler de Piaget. Alors, je suis là, je vais là.
Il y a une question de Stéphanie. Mhm. Est-ce que tu utilises ce même format pour scénariser tes cours ou est-ce que tu en utilises un autre? Parce qu'elle elle trouve plus facile d'utiliser Excel, notamment pour additionner les temps de chaque séance et évaluer le temps global. Moi, je préfère Word parce que je suis plus à l'aise pour le format et j'aime bien le visuel que je peux donner au truc après. Mais on peut utiliser Excel, on peut utiliser plein de choses. Il y a même la possibilité aussi d'utiliser des cartes sémantiques, des mind maps pour répondre à ces questions-là. L'avantage ici de l'approche matricielle, c'est que ça nous permet d'aligner les trucs et de regarder et de se poser des questions plus générales. On va dire qu'à partir de maintenant, on peut se donner un objectif de maximum 12 minutes Pour l'exercice, pour cette section-ci. pour Hein, c'est cette ça? partie, OK, d'accord, merci. avant ta conclusion. D'accord. Puis la conclusion, c'est seulement 54 diapos, donc j'aurai besoin de 2 minutes. Donc tout ira bien. Parfait. Est-il… Alors, début du cours. Bon. OK. J'ai juste mis quelques éléments là pour vous montrer un peu comment je réfléchirais par rapport à mon cours de psychologie de l'apprentissage. Et si on va voir de votre côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à nous aider à remplir une de ces lignes ici dans le cadre de son cours? On vous a pas dit, mais… Oui, Franck, tu veux répondre ou… S'il n'y a personne, moi j'ai commencé à écrire des choses, mais… OK. Mais juste voir dans le chat, là je vois qu'il y a une réaction. Est-ce que… Non, c'est moi qui relance pour voir s'il y a quelqu'un qui relance se les gens. Ouais. D'accord. Alors, je suis conscient qu'en direct… Amal. Ah, d'accord. Alors, allons-y, Amal. Allô, bonjour. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être vous ennuyer un petit peu, mais c'est de la didactique du français. Donc, ça va non, ça, c'est pas possible. On ne travaille pas là-dessus. Merci. Au revoir, Amal. Non, allez, Amal. Allons-y. Au contraire, les gens vont probablement comprendre plus facilement que si c'était un cours sur la vie sexuelle des fourmis pygmées d'Asie orientale. Bon, ouais, c'est bon, on y va. Donc, le quand, donc c'est pendant le cours. Moi, je vais pas y aller avec du avant le cours. Donc, pendant le cours, ça va être la première partie, donc une mise en situation. Première partie qui dure à peu près combien de temps? Oh, moi, je donne 5 minutes. Ah, seulement 5 minutes, OK.
5 Et minutes. Mon chiffre fétiche, c'est 7. Mais bon, Ok. je leur donne 5 pour celle-là, puis je garde le reste. Et c'est un Ensuite- truc qui revient à chaque semaine ou qui est régulier ou Non, pas forcément. Les mises en situation peuvent être différentes, mais en D'accord. général, je commence toujours par une mise en situation pour un petit peu les intriguer ou les accrocher sur quelque chose, Ok. pour susciter D'accord. leur intérêt. Voilà. Et qui fait quoi pendant cette mise en situation? Bon, ben, je propose un extrait de texte, disons, Oui. puis je leur demande de formuler 2 questions sur le texte, une qui va viser la compréhension de la langue, syntaxe, grammaire ou autre, et une qui va viser la compréhension pure du texte. Donc, Ok. Donc, compréhension, en gros. donc, l'enseignante, elle organise la mise en situation, elle leur pose des questions et les étudiants. Il y a Des Bernard qui questions. demande sur combien de temps, 5 minutes? C'est combien de temps au global? C'est sur 1 heure, c'est ça? Oui, c'est 1 heure. Un cours d'1 heure, d'accord. Mais alors, je posais la question de savoir si c'était un truc qui revenait régulièrement, parce que si c'est un truc que je fais pour la première fois, ben, il va falloir que je calcule beaucoup plus de temps prévu pour que les gens entrent dans la logique de la stratégie, de l'exercice. Si c'est un truc que je fais régulièrement et que les gens ont compris comment ça se déroule, hein, souvenez-vous de cette idée de microculture d'enseignement et d'apprentissage, là, à ce moment-là, ben, ça va aller beaucoup plus rapidement. De la même façon que la première fois que vous dites aux étudiants dans une classe ou dans un amphi, là, vous allez travailler en 2 ou 3, donc tournez-vous vers vos collègues, et là, les gens ne savent pas comment. Mais les fois suivantes, quand vous le faites, les gens savent tout de suite avec qui ils travaillent, comment c'est organisé, et ainsi de suite. OK, Amel, on continue. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Alors, le comment, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut noter sur le comment? C'est-à-dire que les étudiants vont formuler leurs questions et les fournissent comment? Bah, ben, ils vont les écrire sur le tableau blanc, là, sur Zoom. Oui. Souvent, j'utilise aussi Padlet. Chacun met ses questions d'un côté. Donc, tout le monde peut les voir, en fait. On peut tous interagir avec Padlet. Et puis, à la fin, on fait un petit retour sur les questions. Et en fait, mon objectif, c'est de dégager leur perception et leur conception de ce que c'est qu'une question de compréhension et une question liée au fonctionnement de la langue. Je veux d'abord faire émerger leur conception. Puis par la suite… D'accord. De perception, compréhension de, c'était quoi encore? Ce qu'est une question, ce que sont les questions de compréhension et les questions de fonctionnement de la langue par rapport à un cours de français. Comment ils les conçoivent. Souvent, c'est par rapport à ce qu'eux-mêmes ont eu comme question quand ils étaient élèves. Donc, ils vont formuler des questions un peu bateau et c'est mon objectif. De leur montrer que les questions doivent être un peu plus pointues que ça. D'accord. Donc là, en fait, ce qu'on a ici, c'est que ça nous permet justement de réfléchir et de dire, mais là, dans mon cours, j'ai prévu 5 minutes là. À quoi il sert? Et ça, on l'a dans le pourquoi. Comment ça devrait se passer? Qui fait quoi? Et là, ça nous dit, mais finalement, tout ça, je dois le clarifier aux étudiants. Au primaire ou au secondaire, on va vous dire, vous avez moins besoin d'expliquer ce que vous cherchez à faire aux étudiants. Par contre, au post-secondaire, c'est assez important de les amener à comprendre pourquoi vous leur faites faire. Et c'est là, justement, souvent que ce tiers qui attend de voir ce qu'il faut faire et ainsi de suite, on va pouvoir le conquérir, aller le chercher en leur expliquant à quoi ça sert l'exercice que l'on fait. Alors, bien entendu, il y en a qui ne vont pas entrer en matière, mais ceux qui vont voir, qui vont réaliser, en fait, vous venez de faire votre part et eux comprennent à ce moment-là qu'ils prennent le relais, qu'ils prennent la balle au bon et c'est à eux maintenant de faire le travail. Mais est-ce que ça ne marche pas si je le fais, parce que c'est sur une séance de… cet exercice-là, parce qu'il est un peu plus long que ça, après, vous le devinez, mais juste cette mise en situation-là, moi, avant de démarrer mon cours de 3 heures, parce que mon cours dure 3 heures, je le découpe en chaque heure, on va la consacrer à quelque chose. Et cette première heure, et avant de démarrer mon cours de 3 heures, ce que je fais, c'est que je leur donne le menu. Je leur dis, voilà ce qu'on va faire. Voilà les éléments sur lesquels on va travailler. Puis ils ont déjà certains éléments de la documentation déposés sur le portail, puis d'autres éléments que je dévoile au fur et à mesure.
Mais c'est ça. En gros, je leur donne déjà le menu à l'avance. Ils savent où on va aller pendant les 3 heures. Oui, mais là, Ils ne savent pas plus sur cette portion-là parce qu'elle vise justement à les surprendre, à les intriguer. Donc, je ne donne pas trop de détails là-dessus. Je leur dis pas que c'est pour dégager leur perception et leur conception. Mais on pourrait même leur dire que c'est vraiment pour essayer de les intriguer. Vous savez, toute la logique de l'enseignement stratégique là, de Jacques Tardif, le collègue québécois, qui dit que finalement, si on veut enseigner un concept et que les gens vraiment rattachent ce concept à ce qu'ils connaissent déjà, c'est justement de les stimuler avec une mise en situation qui va faire appel à leurs connaissances existantes pour que les gens écoutent bien la théorie. Il appelle ça la contextualisation, la décontextualisation et la recontextualisation. Voilà, c'est l'exemple pour les gens du marketing, parce que je vous ai maltraité tout à l'heure. En marketing, il y a un truc qui s'appelle la théorie du positionnement de produit, qui est qu'un T-shirt, à titre d'exemple, de la marque Versace va coûter 200 € et qu'un T-shirt sans marque, Monoprix, disons, va coûter 20 €. Et on va dire aux étudiants, aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle le positionnement de produit, mais pour commencer, je vais vous demander d'essayer d'expliquer pourquoi il y a des gens qui sont prêts à payer 200 € pour un T-shirt de même qualité que l'autre à côté qui coûte 20 €. Et là, vous laissez les étudiants trouver des explications, réfléchir. On note ces explications-là et on leur dit, d'accord, maintenant, attendez, je vais vous expliquer la théorie du positionnement de produit et essayez de voir si votre truc tient la route. Donc, la mise en situation, en fait, elle va servir à ça ici. Et l'avantage, c'est que là, on voit que, ouais, mais c'est 5 minutes, c'est peut-être pas assez. Et là, on se dit, mais tiens, finalement, la mise en situation, je peux leur donner avant le cours. Ils peuvent faire une partie du travail entre eux avant le cours et que les 5 minutes sont vraiment la discussion de ce qui tient la route ou pas. Donc, je peux leur demander à la fin du cours, voilà, je peux terminer mon cours la semaine précédente avec cette mise en situation en leur posant quelques questions, en essayant de voir ce qu'ils ont. Je note ça. On leur donne une vidéo à regarder avec la théorie ou une fiche avec l'explication. Et puis, on recommence le cours suivant avec, alors, qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui ne tient pas la route? Intéressant, oui. Je n'y avais pas pensé, mais oui. Mais c'est des méthodes, et puis même pour les gens, alors là, les gens qui sont, ça c'est un exemple plus de sciences humaines et sociales, mais pour les gens des sciences inhumaines et asociales, on peut faire la même chose. Je connais des collègues à Lyon, justement, les grands ateliers, qui font des trucs comme ça, les expériences contre-intuitives en physique, architecture, pour enseigner justement les principes de la physique à des futurs architectes. Franck, je crois que j'arrive à peu près au bout de ma section ici, c'est ça? En effet, j'allais intervenir dans ce sens. Tu vois, mes 12 années passées en Suisse font que j'ai un pendule dans l'estomac maintenant. Alors, si je reviens à ce que je voulais vous présenter, donc cet outil ici, c'est vraiment celui qui va vous aider à faire votre planification pendant le présentiel, mais aussi entre les cours. Et c'est pour ça que finalement, vous pouvez vous dire que votre scénario, quand vous allez le développer en micro-scénario, c'est comme si vous aviez toutes ces pages qui suivent derrière et qui sont en fait la représentation de tout ce qui va se passer pendant les 15 semaines de votre cours. Alors, la première année, vous allez devoir le construire et la plupart du temps, c'est fait en just in time, comme on dit en français québécois. Mais au fil des ans, après, vous avez déjà une trame que vous pouvez ajuster et ça peut être cette trame-là que vous allez utiliser pour suivre votre cours. Alors, en guise de conclusion, on a fait cet exercice. En guise de conclusion, les trois points essentiels en fait de mon message, c'est que finalement, si on prend cette approche de la scénarisation pédagogique, c'est un peu comme si on avait 3 étages différents. On a l'étage du rez-de-chaussée qui est, j'ai envie de dire, le macro-scénario, la porte principale. Et puis, on a la cave où on va descendre parfois, où on va détailler un peu plus ce qui va se passer. Et puis, il y a parfois à l'étage des moments où on doit prendre un peu plus d'altitude pour aller regarder différemment les contraintes et comment ces contraintes vont influencer le choix de nos stratégies, le choix des éléments du macro-scénario. Et donc, je vous ai présenté 3 outils, l'outil du macro-scénario, l'outil du méta-scénario
et puis l'outil du micro-scénario pédagogique. Vous voyez que les trois sont utiles, qui sont en fait un peu comme 3 écrans radars que vous auriez si vous étiez aiguilleur du ciel. Et là, vous êtes plutôt aiguilleur pédagogique et vous avez vos 3 écrans radars sur comment ça devrait se passer. Alors là, je crois que c'est les collègues qui reprennent le relais, c'est ça? Oui, je prends le relais. Sauf s'il y a des questions, Denis, par rapport à… Oui, est-ce qu'il y aurait peut-être des questions par rapport aux 3 outils, par rapport aux 3 niveaux, avant que je cède la parole à Christelle? Alors, de toute façon, on pourra maintenir la connexion en différé, justement, pour pouvoir clarifier certains éléments, soit individuellement ou soit en groupe, soit en autonomie ou soit guidé. Alors, tiens, je libère l'écran. Christelle, tu peux prendre le relais. Alors, partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui. Oui, Christelle. Super. Par contre, tu n'es pas en mode présentation. Ouais, j'y arrive. C'est bon là? Donc, pour poursuivre la réflexion que Denis a engagée avec nous aujourd'hui, on propose bien sûr de l'accompagnement pédagogique dans les établissements qui étaient porteurs de ces webinaires, que ce soit à l'INSA, à l'Université catholique ou à l'ENTPE. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour aller un peu plus loin par rapport à la réflexion que vous avez commencé à faire, parce que peut-être on n'a pas été assez loin. Hein. On est bien conscient que 2 heures de séminaire, c'est beaucoup et ce n'est pas assez en même temps. Donc, il faut vraiment qu'on continue à poursuivre la réflexion avec vous et on est là pour vous aider là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Ensuite, il y aura d'autres séminaires, d'autres webinaires qui sont proposés au second semestre. Et puis, en début d'année, là, en février, on va avoir un webinaire avec Françoise Doc sur l'accompagnement et l'encadrement des étudiants à distance. Le 4 février, un autre avec notre collègue… Amaury, Daël. Amaury, qui est lui à l'HEP de Vaud et qui va plus parler des interactions. Donc, ça sera un autre éclairage toujours sur l'enseignement à distance. Et puis, il y aura d'autres dates qui sont encore en cours d'organisation sur l'enseignement à distance dans le domaine des sciences humaines et sociales, les TP hybrides, comment est-ce qu'on peut organiser des travaux pratiques qui se prêtent quand même pas trop à la distance, et puis tout ce qui est autour de l'évaluation des apprentissages à distance. Et ça, c'est des dates… Oui, vas-y. Si tu permets juste, Amaury donc, est un collègue avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans à l'Université de Lausanne. Donc, la logique de la scénarisation, il est tout à fait dans cette logique-là. Donc, quand il va vous parler d'interaction, vous allez pouvoir reconnaître le genre de réflexion derrière l'interaction. Oui, et d'ailleurs, c'est un sujet qu'il aborde assez souvent, hein, repenser son enseignement avec le scénario. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, donc les dates là qui sont encore pas fixées, on va vous les communiquer rapidement, je pense en début d'année 2021, pour que vous puissiez les réserver dans vos emplois du temps. En général, c'est des jeudis après-midi. Sinon, pour toujours poursuivre la réflexion, on vous propose un petit forum autour du webinaire et autour des ressources que Denis vous a présentées. Et donc, n'hésitez pas à aller interagir sur ce forum, poser des questions, partager des expériences et peut-être partager votre réflexion de façon à ce qu'on puisse aussi réagir à ça, que les participants aussi puissent réagir. C'est aussi intéressant entre participants d'interagir. Et puis, peut-être qu'on fera également un retour à Denis des échanges qu'il y aura eu dans le forum. Juste un détail, est-ce que tu peux retenter de nous mettre en mode de présentation globale, s'il te plaît? Ah, vous n'êtes pas en présentation là? Parce que moi, je l'ai. Ah ouais. C'est bizarre parce que moi, je suis en mode diaporama. Bon, ça ne marche pas. Est-ce que… Ah, là, tu es parti carrément. Je recommence le partage pour voir. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la scénarisation, Oui, ça marche. Ça marche. Allez sur ce forum. Il faudrait que quelqu'un puisse donner l'adresse dans le chat, s'il vous plaît. Oui, Fatma, si tu pouvais donner l'adresse dans le chat. Elle est indiquée là, mais de toute façon, vous allez recevoir un mail de notre part d'ici demain où on vous donnera toutes les adresses. Mais bon, si tu peux déjà mettre l'adresse, comme ça, ceux qui veulent déjà aller partager des choses, ils peuvent le faire aujourd'hui. Bien sûr. Et on vous remercie pour votre participation. J'ai remis
la petite citation que Denis a introduite tout à l'heure, qu'on trouvait bien à propos par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et puis, avant de nous quitter, si vous pouvez remplir le questionnaire par rapport au webinaire, ça nous permet de faire évoluer ces webinaires et de répondre au mieux à vos besoins. Pareil, Fatma va mettre dans le chat le lien vers le questionnaire. Donc là, c'est le lien vers le questionnaire d'évaluation du webinaire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de questions, hein. Franchement, en 5 minutes, vous pouvez répondre à ce questionnaire. Et nous, ça nous permet d'avoir des repères pour voir ce qu'on peut améliorer pour les prochains webinaires, parce que c'est un format qu'on va continuer à proposer. Ça permet aussi à des enseignants éloignés en distance de pouvoir y participer, donc c'est vraiment intéressant. Après, c'est sûr que le présentiel aussi a son intérêt, mais pour l'instant, on continue sur ce format-là. Et puis, on voulait clôturer ce webinaire par un petit sondage, le même qu'on a fait au début, pour voir si ça avait évolué. Et vous avez également le lien vers le Padlet, le forum. J'en profite pour adresser des remerciements vraiment très sincères à Denis, parce que la synthèse que tu nous as faite là me paraît quelque chose de vraiment magistral sur un sujet qui est pas simple à prendre en main. On comprend tous cette notion de scénario, mais comment est-ce qu'on se débrouille avec ça dans la vie de tous les jours? Et je pense que ce que tu viens de nous donner là, c'est un moyen de mieux appréhender la question de comment je fais tous les jours avec mes enseignements. Donc, un grand merci, sincère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis.